Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Séparons maintenant l'amplitude pion-nucléon en deux parties, des parties paires et impaires sous la symétrie de croisement. On a alors T pi m JK, c'est écrit T plus delta JK plus I epsilon I KJ fois TI, tau I, pardon, la matrice de Pauli, T-. Et utilisons les variables V égale P fois Q et la variable de transfert de moment T pour exprimer les amplitudes. Des considérations phénoménologiques, donc basées sur l'observation des résultats expérimentaux. Ces observations prédisent le comportement de ces amplitudes pour V très grand, donc V égale PQ très grand et T égale 0. On trouve, par l'observation, que T plus se comporte comme, pour V tendant vers l'infini, se comporte comme V ln de V exposant un certain coefficient alpha, et T moins se comporte, pour V vers l'infini, comme V exposant 0,5. Donc, il est probable que T moins V0 sur V satisfait une relation de dispersion sans soustraction, puisqu'on a une convergence manifeste. Et la règle de somme qu'on va définir, qu'on va dériver, fournira alors un contrôle a posteriori de consistance, de validité de cette hypothèse. Avec la contribution du pôle de l'état nucléon intermédiaire qui se produit à 2V plus mpi carré égale 0, la relation de dispersion en avant s'écrit alors T moins V0 sur V est égal à mpi carré G pi nn carré sur V carré moins mpi exposant 4 sur 4 plus, ça c'est le pôle, et plus le 2 sur pi, intégrale depuis le seuil mpi mm jusqu'à l'infini, pour V, hein, V qui est le produit de P et de Q, c'est donc dV'. Donc c'est une relation de dispersion classique, sans soustraction, partie imaginaire de T moins V' sur V' carré moins V carré. À partir de T pi h au seuil, que nous avons vu, on obtient la valeur au seuil en négligeant mpi carré par rapport à mn carré, le masse du pion étant nettement plus faible que celle des nucléons. On le néglige au dénominateur du terme de borne, et on trouve que 1 sur f pi carré est égal à g pi nn carré sur m carré m plus 2 sur pi intégrale mpi mn à l'infini de dv sur v carré fois partie imaginaire de
T moins de V plus un ordre en mpi carré sur mn carré. Finalement, on exprime la partie imaginaire en fonction des sections efficaces totales en utilisant le théorème optique, tout simplement, et en utilisant la relation de Goldberger-Treiman, que nous avons vue, pour substituer GA sur GV à Fpi carré. Cela conduit à la règle de somme de Adler-Weisberger, qui est 1 moins GV carré sur GA carré est égal à 2mn carré sur pi g carré pi nn fois l'intégrale de mpi mn à l'infini de dv sur v fois la section efficace totale de pi plus sur le proton de V, moins la section efficace de pi moins sur le proton de V. À nouveau, l'accord expérimental est très convaincant. Une évaluation numérique conduit à une valeur, avec cette expression, en utilisant les données, de GA sur GV qui est comprise environ entre 1,16 et 1,24, qui est à comparer à la valeur de la désintégration bêta qui était de 1,22 plus ou moins 0,02. Donc un résultat tout à fait en accord. Il y a une liste réellement impressionnante d'applications de l'algèbre des courants et des techniques des pions mous pour les désintégrations faibles, semi-leptoniques ou leptoniques. Il y a énormément de littérature là-dessus, vous pouvez consulter, on en parlera encore avec les interactions des hadrons. Et donc en conclusion ici, la symétrie chirale est donc une bonne approximation en physique des hadrons. Un prolongement au groupe SU3 croix SU3, par contre, n'est pas fiable, comme cela est montré par les masses anormalement élevées par rapport à cela du méson K et du méson Eta. Gell-Mann, Gibbs et Riemann ont donné une description phénoménologique de la brisure de symétrie SU3 croix SU3, en écrivant un Hamiltonien effectif pour les interactions fortes sous la forme H égale H0 plus H1, où le terme H1 est responsable de la brisure de symétrie SU3 croix SU3, et qui serait de la forme epsilon 0 fois U0 plus epsilon 8 fois U8. Epsilon 0 et epsilon 8 étant des coefficients. Avec U0 qui se transforme comme un scalaire sous les transformations SU3 et U8 qui se transforme comme la 8e composante d'un octet. Une analyse phénoménologique des phénomènes avec les différents mésons lourds montre que epsilon 1, par exemple epsilon 8 sur epsilon 0 est de l'ordre de moins racine de 2 et non pas 0, ce qui indique que la symétrie est brisée et donc SU2 croix SU2 est de toute évidence une meilleure symétrie approchée que SU3.
Voilà pour l'algèbre des courants. Ici, nous en avons fini pour le moment avec l'algèbre des courants. Et dans la prochaine vidéo, nous attaquerons le modèle sigma. Je vous remercie.